Nous enchaînons avec Enjeu patrimoine. En cette fin d'année 2023, nous commençons à nous poser la question du traitement de la taxe foncière pour l'année 2024. Y aura-t-il de nouvelles surprises pour les propriétaires immobiliers? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui à nos deux invités. Pour nous accompagner sur le plateau de Smart Patrimoine, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Yves Mercier. Tout d'abord, bonjour Jean-Yves Mercier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocat honoraire, ancien président de l'Institut des avocats conseils fiscaux, mais aussi membre du Cercle des fiscalistes. Et nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau de Smart Patrimoine Christophe Demerson. Bonjour Christophe Demerson. Bonjour Nicolas. Vous êtes l'ancien président de l'UNPI et également le gérant de la revue 25 millions. Nous allons donc essayer de comprendre ensemble ce qui attend les propriétaires immobiliers en matière de taxes foncières. On va peut-être commencer avec vous, Jean-Yves Mercier. Si le sujet inquiète, c'est qu'après une augmentation des valeurs locatives cadastrales d'un peu plus de 7%, si je ne dis pas de bêtises, en 2023. Il est déjà attendu que celle-ci augmente de nouveau en 2024 de 4%. C'est ce sur quoi on se base pour calculer la taxe foncière. Mais là-dessus, il faut rajouter la décision des communes de fixer le taux définitif de la taxe foncière. Et ça, on ne le saura qu'en mars. Donc, déjà, les propriétaires doivent s'attendre à ce que leur taxe foncière augmente à nouveau en 2024, si je ne dis pas de bêtises. Ils peuvent s'attendre à subir cette hausse, mais cette hausse n'est pas une nécessité pour les communes. D'accord. Car les communes déterminent le montant des ressources qu'elles veulent tirer Bien sûr. de cette taxe. Elles connaissent le cumul de toutes les valeurs locatives des biens imposables. Bien sûr. Et elle détermine le taux par une division. D'accord. Ouais. Et vous voyez que la notion de taux résulte du produit de cette division. Mmh. Et en réalité, si le besoin financier de la commune était resté ou restait le même que l'année précédente, alors que les valeurs locatives sont en hausse de 4,1, en toute logique, la commune devrait décider la révision de son taux, non pas à la hausse, mais à la baisse. Pour rester sur le même niveau. Exactement, de taxe foncière pour le impôt. D'accord. Donc il n'y a pas, si vous voulez, dans cette actualisation des valeurs locatives, le germe absolu d'une hausse de la taxe. Et donc, si les communes vous disent autre chose, en fait, elles ne vous disent pas forcément toute la vérité. D'accord, c'est pas forcément le plafond de base augmenté sur lequel on vient rajouter le taux des communes. Absolument. Les communes peuvent décider, au contraire, de baisser d'autant pour maintenir un niveau de taxe foncière équivalent. Exactement. Christophe Demerson, ça c'est la théorie, si je puis dire. Dans la pratique, est-ce qu'on s'attend à ce que, justement, après la belle hausse surprise quand même qu'on a eue dans certaines communes en 2023, on calme un peu le jeu pour 2024? Écoutez, Jean-Yves Mercier est un éminent fiscaliste. Il a bien expliqué la situation. Nous, sur le terrain, on peut dire ce qu'on constate. Et ce qu'on constate sur le 10 ans, vous savez que l'immobilier, c'est le temps long, Nicolas. Sur le temps long, on voit quoi? On voit que la taxe foncière, c'est 3 fois l'inflation, à peu près, on va dire. D'accord. Ouais. Et 3 fois l'augmentation des loyers. Une fois qu'on a dit ça, un propriétaire qui habite sur place, occupant ou un propriétaire bailleur, lui, il fait ses comptes. Et ce qu'on sait, vous l'avez dit tout à l'heure, l'année dernière, plus 7,1, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même de nombreuses villes qui ont explosé, des grosses métropoles. Bien sûr, qui ont augmenté pour le coup par-dessus. Principe de précaution, etc. Là, j'allais dire, les élus, on les comprend aussi, mais les élus, eux, ce qu'ils veulent, c'est des recettes. Et eux, ils sont à zéro risque parce qu'ils se disent si la population augmente, si les fluides pour chauffer les piscines, etc. Mais ce qu'on sait à côté de ça, c'est qu'on va vers une révolution sociétale majeure. J'en parlais tout à l'heure à Jean-Yves Mercier. Pourquoi on va vers une révolution sociétale majeure? Tout simplement parce que je pense que pour les propriétaires occupants, il y a beaucoup de Français moyens qui ne pourront plus continuer de payer cette taxe foncière. Et ça, c'est grave parce que ça peut représenter entre 2 et 3 mois de loyer sur certaines villes. Donc là, vous voyez ce que ça fait avec les retraités. Il y a beaucoup de Français moyens qui ne pourront plus payer ça. Et à côté de ça, il y a la situation des propriétaires bailleurs. Là, c'est encore plus grave, j'allais dire. Et là, je pense que tout le monde commence à s'en rendre compte puisqu'on voit que les logements sortent de la location. Et on voit que sur plus de la moitié du territoire, en réalité, il y a des gens qui se retirent de la location. Alors après, on parle d'Airbnb, on parle de tout ce qu'on veut. Mais en réalité, par exemple, Airbnb, j'allais dire, c'est plutôt une conséquence du fait que l'immobilier est malade. Jean-Yves Mercier, alors effectivement, Christophe Demerson nous l'a dit, l'augmentation de la taxe foncière, c'est 3 fois l'inflation, par exemple. Comment est-ce qu'on explique
qu'il y ait eu une telle augmentation, ne serait-ce que l'année dernière, sur la taxe foncière. Alors effectivement, il y a ces valeurs locatives cadastrales qui n'avaient pas été revues depuis très longtemps, si je ne dis pas de bêtises, mais est-ce que ça suffit à expliquer qu'on augmente 3 fois plus que l'inflation la taxe foncière, par exemple? Non, j'ai l'impression que les communes ont peut-être joué de l'ignorance qu'a le public de l'existence d'une compensation liée à la perte de recettes qu'a causé la suppression de la taxe d'habitation sur l'habitation principale. Et je pense que elles se sont senties un peu libérées en trouvant une explication qui mettait en gros, qui rendait l'État fautif de ne pas les compenser suffisamment et qui les forçait à donner sur un coup de pouce à la taxe foncière. Et d'ailleurs, dès le lendemain de la suppression qui s'est faite en plusieurs années de la taxe d'habitation sur l'habitation principale, on a eu des échos partout pour dire attention, les taxes foncières vont augmenter. Et c'était en quelque sorte l'alibi. D'accord, la justification. Voilà. Mais alors, on entendra Christophe Demerson sur le sujet dans un instant, donc je connais un peu l'avis sur le sujet déjà. Mais normalement, à la suppression de la taxe d'habitation, l'État a dit nous compensons à l'euro près. Ça ne devait pas induire de hausse de taxes foncières. Non, d'ailleurs, les parlementaires ont été très attentifs à ce point-là. C'était un point de crispation entre le gouvernement et les élus, etc. Et donc, bon. Alors, même si la compensation est un peu, comment dire, érodée, parce que on n'actualise peut-être pas suffisamment, je n'en sais strictement rien. C'est très très compliqué à examiner cette affaire-là. Mais je pense que les communes sont compensées. D'accord. Donc c'est un mauvais alibi. Alors, la hausse du taux de la taxe foncière est aussi un instrument de pénalisation des malheureux propriétaires de résidences secondaires. D'accord. Alors, juste avant d'aller sur les résidences secondaires, ça veut dire que la hausse de la taxe foncière justifiée par une perte de revenus sur la taxe d'habitation, c'est... Une explication qui me paraît assez douteuse. Je n'en suis pas convaincu. Je ne suis pas un grand spécialiste des finances publiques. Christophe Demerson, alors vous l'aviez plus ou moins annoncé, que la suppression de la taxe d'habitation allait induire une hausse de la taxe foncière. L'État a dit nous compenserons à l'euro près. On a même fait un débat sur ce plateau avec Olivier Dussopt, à l'époque ministre du budget, et le directeur général de l'UNPI, Pierre Othus. Finalement, vous constatez que vous êtes toujours... On fait une espèce de compréhension cause-conséquence sur le sujet taxe d'habitation. Cause-conséquence, oui, bien sûr, malheureusement, mais comme l'a dit Jean-Yves Mercier aussi, je veux dire, les élus, à côté de ça, ils sont prudents. Et donc, eux, ils veulent être sûrs. Après, ils peuvent avoir des hausses de population, ils peuvent avoir des frais qui s'envolent, ils peuvent avoir à payer leur personnel un petit peu plus cher, etc. Donc, c'est compliqué, Jean-Yves Mercier vous l'a dit, c'est compliqué, même pour un éminent fiscaliste, c'est compliqué. Alors après, pour un maire, ça peut être compliqué aussi, même pour un maire d'une commune moyenne, mais ce qui est compliqué aussi, après, c'est pour le propriétaire, parce que lui, le propriétaire, il passe à la caisse, et comme l'a dit Jean-Yves Mercier, il ne faut pas oublier aussi que, y compris sur les résidences, c'est hyper douloureux, et là, c'est les classes moyennes de plein fouet qui sont touchées, puisque eux, ils sont pénalisés sur la taxe foncière sur leur résidence principale, sur la taxe foncière sur leur résidence secondaire, sur la taxe sur la foncière et taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Donc le total, ça fait du bruit et ça fait des gens qui sont obligés de vendre. Et rappelez-vous, Nicolas, j'avais observé, moi ça m'avait frappé en Auvergne, et vous savez que normalement les Auvergnats sont quand même prudents. J'avais vu que dans la solution des viagers, il y avait beaucoup de personnes âgées qui se tournaient vers viagers. Et moi, j'avais été surpris, puisqu'avant, on ne voyait pas ce phénomène. Pourquoi ? Tout simplement parce que moi, j'ai été voir dans les ateliers des gens, surtout des veuves, qui ne peuvent plus payer le total de leur résidence secondaire et de leur résidence principale et qui font des arbitrages dans ce sens. Sur le sujet des résidences secondaires, Jean-Yves Mercier, alors vous nous disiez que c'est aussi un moyen un peu détourné de... Alors, les communes qui se situent dans ce qu'on appelle les zones tendues, les zones dans lesquelles il y a pénurie de logements. Essentiellement des zones touristiques, zones de montagne, stations balnéaires, etc. Où on peut imaginer qu'il y a beaucoup de résidences secondaires. Il y a énormément de résidences secondaires. Et les communes qui ont cette caractéristique ont pu, grâce à la suppression d'un système de liaison qui existait précédemment dans la loi, ont pu en 2023
décidé d'appliquer la même hausse de taux à la taxe d'habitation résiduelle sur la résidence secondaire que à la taxe foncière. D'accord. Et donc, elles ont, grâce à ça, amplifié leurs recettes. Bien sûr, des deux Mais c'est pas côtés. le tout. Mais c'est pas le tout. C'est que elles ont aussi eu la faculté d'instituer une majoration de la taxe d'habitation parce que c'est une résidence secondaire. D'accord. Aller ouais. jusqu'à 60%. Bon, ce qui est le cas à Paris. Donc, le malheureux propriétaire d'une résidence secondaire se situant dans ces zones, il est très content d'être soulagé du poids de sa propre taxe d'habitation à l'endroit où il réside à titre principal, mais il reçoit au titre de sa résidence secondaire une facture de taxe foncière qui a été fortement majorée et une facture de taxe d'habitation qui s'est considérablement élevée aussi. Vous voyez, donc là, on a l'impression que la fiscalité exerce un rôle punitif. C'est une Presque forme... politique. Ouais, c'est... Je dirais plus que presque politique, Nicolas, je m'excuse de vous interrompre, je dirais politique, puisqu'on voit quand même que dans de nombreuses villes de France, maintenant c'est un outil politique. C'est-à-dire qu'il y a des maires qui se servent de ça justement pour, j'allais dire entre guillemets, pour matraquer les propriétaires. Et dans une ville où vous avez 55 ou 60% de locataires, tout le monde les connaît, il n'y a pas un grand risque électoral à matraquer le petit propriétaire. Et vous avez des maires ainsi qui se retrouvent, qui sont élus confortablement au premier tour dans des métropoles. Donc je pense que moi, c'est pour ça que on avait une réunion à Bercy avec Vous voulez dire le que maire. ça fait élire d'augmenter la taxe foncière? C'est quand même... Bien sûr. Ah si, c'est ce que vous voulez dire. Bien sûr. Quand vous êtes dans une ville, vous avez 60% de locataires. Ah oui. Ben, c'est pas dur. Le locataire, lui, c'est zéro. Je vais avoir tout gratuit. Ben oui, faut demander encore plus. Donc le maire, lui, Parce que comme il n'y a fait plus de la taxe dépense, d'habitation, effectivement, le locataire ne finance voilà. pas Absolument. le Il budget de la finance plus commune. rien. Donc je veux dire, maintenant, il y a plus de, c'est open bar sur les taxes, si on peut dire, pour être un peu trivial. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se dessine dans de nombreuses villes où il y a beaucoup de locataires, c'est ce nouveau jeu politique auquel je pense que le législateur avait peut-être pas pensé ou auquel il s'est fait doubler. Mais prenez tout simplement la ville de Paris. On peut prendre rendez-vous, on en parlera dans 1 an, dans 2 ans. Rappelez-vous ce que je vous avais dit il y a quelques années sur ce qui allait se passer à Paris. Malgré les promesses électorales, je pense qu'on n'en est pas loin, parce qu'on a fait 62%, mais on aurait fait 70 ou 80, ça serait la même chose, ça passait. Rendez-vous l'année prochaine. Je pense que ça va être compliqué. Il faut encadrer les taxes foncières. Nous, à l'UNPI, on se bat, c'est ce qu'on demande. Je vous l'avais dit, je vous le redis. Encadrer les taxes foncières. On finira là-dessus. On en parlera du coup dans 1 an, voire 2 ensemble. Messieurs, merci beaucoup en tout cas Christophe Demerson, ancien président de l'UNPI et gérant de la revue 25 millions. Merci Jean-Yves Mercier, avocat honoraire, ancien président de l'Institut des avocats conseils fiscaux et membre du Cercle des fiscalistes. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.